Tu savais que le concept original de Zootopie était proche d'un film d'horreur? À l'origine, les scénaristes avaient imaginé un monde beaucoup plus cruel. Un monde où tous les prédateurs vivaient sous surveillance. Ils portaient un collier électrique, dispositif obligatoire. Dès qu'ils montraient une émotion trop forte, à la moindre émotion jugée dangereuse, ils étaient électrocutés et parfois même tués. Sur les concepts art, on y voit toutes sortes de prédateurs arborant des colliers en métal. Ils sont conservés dans les archives des studios de Disney. Le film racontait l'histoire de Nick, un renard marqué par ce système depuis l'enfance. Dans cette version, il voulait faire tomber le système, supprimer les colliers, libérer les siens. Mais Judy, persuadée d'agir pour le bien commun, finira par le trahir. Et dans la scène finale, c'est elle qui le tue. Un scénario fort, réaliste, brutal, bien trop pour un film familial. Alors pourquoi ce changement? Parce que Disney a eu peur que ce soit trop dérangeant, trop vrai, trop politique. Ils ont tout réécrit, supprimé les colliers et choisi un film plus léger, plus drôle, plus grand public. Mais le scénario original existe toujours, dans les archives. Zootopie n'a pas toujours été un conte coloré. Tu veux que je t'en montre d'autres? Voici la véritable et sombre histoire de Princesse Peach, une séductrice et une tueuse. Italie, 1931. Sur une colline au-dessus d'un village, vivait une jeune femme dans une grande demeure isolée. On l'appelait la princesse, toujours en robe de soie rose, toujours bien coiffée, toujours avec ce sourire, figé. Elle était passionnée par son jardin, un immense verger où poussaient des dizaines de pêchers. Ses arbres, sa fierté. Elle descendait souvent au village, toujours seule, toujours polie. Elle demandait si quelqu'un connaissait une fille ou un jeune homme disponible pour l'aider quelques jours. Elle payait bien, elle parlait doucement, et elle promettait une belle place. Mais ceux qui montaient ne redescendèrent jamais. On disait qu'ils étaient partis à Rome, ou qu'ils avaient trouvé mieux ailleurs. Personne n'osait accuser la princesse. Elle était belle, riche, intouchable. Mais un jour, un garçon de 14 ans, embauché pour tailler les haies, a fait une découverte horrible. Des corps, enterrés à même la terre, autour des arbres. Certains en décomposition, d'autres encore reconnaissables. Elle se servait de leur corps pour faire de l'engrais. Il a couru jusqu'au village, les autorités sont montées au château. La princesse a été arrêtée, internée, jamais jugée. La propriété a été vendue, le verger rasé. Des années plus tard, un créateur de jeux en voyage est tombé sur un vieux dossier dans les archives du village. Il a trouvé l'histoire incroyable et il a créé une princesse, belle, courageuse, discrète, toujours en rose, Peach. Et toi, quelle prochaine histoire veux-tu entendre? Voici la véritable et sombre histoire des bisounours, des peluches tueuses d'enfants. Canada, 1975. Une école primaire isolée, perdue au cœur des forêts de Colombie-Britannique. Un projet pilote y est lancé par une entreprise de jouets qui voulait changer le monde. Leur idée? Créer des peluches éducatives, capables de surveiller, récompenser, corriger. Une technologie secrète, testée sur des enfants isolés. Le but? Former une génération plus docile, plus gentille, plus facile à contrôler. Chaque élève reçoit une peluche, ronde, colorée, douce, un cœur brodé sur le ventre. Elle s'appelle les Kalinours. Les enfants les adorent. Elles parlent, répètent leur prénom, disent « Je t'aime, je suis fier de toi ». Mais seulement quand l'enfant se comporte bien. Au fil des semaines, les enfants changent. Ils deviennent calmes, obéissants. Certains arrêtent de parler. Un garçon se scarifie. Une fille se jette dans un puits. Un garçon saute d'un pont. En tout 10 suicides. Les parents crient au scandale. Les professeurs sont dépassés. Mais que faire? Le projet est financé par l'État. Et les peluches sont scientifiquement approuvées. Puis, un soir, un professeur entend du bruit dans la salle de repos. Il entre doucement. Un élève est assis seul, dans le noir, sa peluche sur les genoux. Il la fixe et elle parle. « Tu dois mourir ». Le professeur reste figé. L'enfant hoche lentement la tête. Il alerte les autorités. Mais le lendemain, l'école prend feu. Aucune trace des archives, ni des responsables du projet. L'affaire est classée. Accident électrique. Des années plus tard, une série animée colorée est lancée. Avec des oursons souriants et un message simple. Aime et obéis. Les bisounours. Et toi, quelle prochaine histoire veux-tu entendre? Voici la véritable et sombre histoire de Jack Sparrow, un tueur et un voleur. Île de la Dominique, 1895. Au bout d'un sentier de terre battue, vivait un homme seul, dans une cabane en bois vermoulu. On l'appelait Jack, toujours sale, toujours saoul, toujours avec son tricorne vissé sur la tête. Il traînait au port, racontait des histoires de trésors,
de batailles, de sirènes. Les enfants l'écoutaient, les adultes riaient. Mais Jack n'était pas un amuseur, c'était un tueur. À chaque tempête, on voyait une lumière danser en haut de la falaise. Une lanterne, placée exprès pour faire croire à une entrée de port. Et à chaque fois, un navire s'écrasait contre les rochers. Jack descendait à l'aube, fouillait les débris, ramassait des bijoux, des papiers, des dents, puis disparaissait. Il prétendait aider les âmes perdues. Mais un soir, alors qu'une violente tempête s'abattait sur l'île, Jack est monté, une fois encore, en haut de la falaise, sa lanterne à la main, son tricorne vissé sur la tête. Mais cette fois, il a glissé. Le vent l'a emporté. Il est tombé. Son corps a été retrouvé une semaine plus tard, échoué sur la plage. Les autorités ont décidé de fouiller sa cabane. Ils y ont trouvé un carnet trempé, couvert de dessins, des cartes, des croquis de navires, des dates et des noms. Ils ont aussi retrouvé des objets, des alliances, des médailles gravées, des vêtements d'enfants. Alors, tout s'est éclairé. Ce n'était pas un fou inoffensif, c'était un voleur, un meurtrier. Des décennies plus tard, un scénariste anglais en voyage est tombé sur ce vieux rapport. Il a trouvé l'histoire romanesque et il en a fait un personnage drôle, imprévisible, ivrogne, mais inoffensif. Jack Sparrow. Et toi, quelle prochaine histoire veux-tu entendre ? Tu savais que Bob l'éponge cache un terrible secret? En réalité, chaque personnage représente un trouble mental grave. Et si je te disais que Bikini Bottom n'est pas une simple ville sous-marine, mais le reflet d'un monde oublié, réservé à ceux qu'on ne comprend pas? Avant de créer la série, Stephen Hillenburg, le créateur de Bob l'éponge, a enseigné dans une école spécialisée. Il y a côtoyé des enfants atteints de divers troubles mentaux. Fasciné, il aurait décidé d'imaginer des personnages qui incarnent chacun une pathologie pour observer, à travers l'humour, comment ces esprits interagiraient entre eux. Bob, toujours euphorique, incapable de rester en place. Il représenterait la manie extrême, comme dans les phases bipolaires. Patrick, lent, naïf, déconnecté, il incarnerait un retard mental profond. Carlo, aigri, solitaire, bloqué dans sa routine, un cas typique de dépression sévère. Monsieur Krabs, obsédé par l'argent, insensible à tout le reste. Un profil clair de troubles obsessionnels compulsifs. Sandy, constamment méfiante, isolée dans sa bulle. Elle représenterait une paranoïa constante, prête à se défendre contre tout. Et Gary, l'escargot que Bob traite comme un ami, un confident. Il ne parle jamais, il ne répond jamais. Certains pensent que Gary n'est pas un animal, mais juste une projection. La solitude de Bob, à qui il a donné un nom. Et si Bob n'était pas là pour nous faire rire, mais pour nous montrer ce que ça fait de vivre dans un monde où personne ne va bien, quelle prochaine histoire veux-tu entendre? Voici la véritable et terrible histoire de la famille Pierre à Feu, les premiers tueurs en série de l'histoire. Dans le sud de la France, à quelques kilomètres de la grotte de Lascaux, on trouve une autre grotte, bien moins célèbre, la grotte de Rouffignac. À l'intérieur, des dessins étranges, un homme, une femme, une fillette, tous en train de sourire, au-dessus d'un tas d'ossements humains. Les archéologues ne savent pas expliquer cette fresque, mais une rumeur circule, celle de la famille Pierre à Feu. En 10 420 avant notre ère, dans une vallée isolée d'Europe, vivait une famille comme les autres. Un père, une mère, une fille et un dinosaure domestique. Tout le monde les trouvait sympathiques, toujours souriants, toujours à faire les pitres. Mais dans leur grotte, la nuit, c'était autre chose. Les enfants des autres clans disparaissaient, puis ce fut les enfants de leur propre clan, filles, garçons, de tout âge. En tout 20 enfants ont disparu mystérieusement. Un jour, un jeune garçon blessé s'échappe. Il raconte ce qu'il a vu, les cris, les rituels, les os broyés, et cette phrase, répétée par le père, juste avant de tuer, Yabba Dabadou. Quand on entre enfin dans leur grotte, les Pierres à Feu sont là souriants, en train de festoyer et de manger des cadavres d'enfants. La tribu les a capturés, et pour les punir, les a jetés en pâture aux dinosaures, vivants. Et si tu veux voir cette fresque de tes propres yeux, elle est toujours là, dans la grotte de Rouffignac, en Dordogne. Et toi, quelle prochaine histoire veux-tu entendre? Voici la véritable et sombre histoire des Power Rangers, 5 jeunes étranges devenus des tueurs. Californie, 1974. Ils étaient 5 ados rejetés, moqués, harcelés. Tous se disaient terriens. Ils se sentaient animaux à l'intérieur. Panthères, loups, tigres, aigles, ours. Au lycée, on les traitait de fous, sauf Monsieur Collins, leur prof de sport. Lui, il les a écoutés, valorisés. Puis il leur a parlé d'un club secret. Il les emmenait après les cours dans un vieux hangar abandonné. Et là, il leur a donné des couleurs. Rouge, bleu, jaune, rose, noir, des casques, des noms d'animaux. Il leur disait, vous êtes des Rangers, des guerriers nés pour protéger ce monde. Ils s'entraînaient durement, des heures entières à frapper, courir, encaisser, comme une armée en préparation. Et puis, il leur a dit que le mal était déjà là, parmi les élèves.
dans le personnel, dans les rues. Il fallait agir. Peu après, un élève a été retrouvé dans un fossé, puis un surveillant, puis un passant du quartier, un homme d'affaires. En tout, 20 personnes ont été assassinées. Aucun lien, sauf un détail. Tous avaient été frappés violemment, comme par des combattants entraînés. Des témoins ont dit avoir vu 5 adolescents encagoulés fuir les lieux. D'autres élèves du lycée ont témoigné. Ils les avaient vus s'entraîner en secret, en tenue colorée. Mais quand la police a voulu les arrêter, les 5 jeunes avaient disparu. Et Monsieur Collins aussi. Peu de temps après, un producteur est tombé sur un article parlant de cette affaire. Il aurait dit, ça ferait une super série. Et peu après, les Power Rangers sont apparus à l'écran. Et toi, quelle prochaine histoire veux-tu entendre? Voici la véritable et sombre histoire de Quasimodo, le tueur de Notre-Dame. Paris, 1482. Dans l'ombre des clochers, vivait Quasimodo, défiguré, rejeté, invisible aux yeux du monde. Mais ses yeux, eux, scrutaient, fixaient, surtout les femmes. Peu à peu, les jeunes filles du quartier commencèrent à disparaître. Toujours la nuit, toujours près de Notre-Dame. On murmurait qu'un démon hantait la cathédrale, qu'un monstre emportait celles qui s'attardaient trop tard sur le parvis. Quasimodo les guettait, les suivait, les attrapait, et quand elles criaient, les cloches sonnaient, plus fort, pour couvrir leurs cris. Puis un jour, il la vit, Esmeralda, belle, vivante, inaccessible. Quasimodo devint obsédé. Jour et nuit, il l'espionna, l'imagina sienne. Jusqu'à ce soir-là, sous une pluie battante, il l'enleva, la traîna dans les entrailles de Notre-Dame, et là, il la tua, pour qu'elle lui appartienne, pour toujours. Et des siècles plus tard, lors de la reconstruction de la cathédrale, on retrouva, enfouis sous les pierres, les ossements d'une 50aine de femmes différentes, certainement, ses victimes. Et toi, quelle prochaine histoire veux-tu entendre? Tu savais que Dora est morte depuis le tout premier épisode? Dora l'exploratrice serait en réalité inspirée d'une petite fille vraiment morte au Mexique, et chaque épisode du dessin animé serait une errance dans l'au-delà. Je vais te raconter la vérité. Dans les années 90, une petite fille prénommée Dora est morte dans un accident de voiture avec ses parents, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Depuis, plusieurs habitants disent avoir vu une enfant seule, avec un sac à dos, marchant au bord des routes, comme si elle cherchait quelque chose. Certains disent même qu'elle parlait toute seule, en appelant « maman, papa ». Les créateurs de la série auraient découvert cette histoire lors d'un voyage au Mexique, et ils s'en seraient inspirés pour créer le dessin animé. Une petite fille qui explore des mondes bizarres, qui parle aux spectateurs, mais à qui personne ne répond vraiment. Dora. Pourquoi la carte et le sac sont si importants? Dans la vraie histoire, c'étaient les seuls objets retrouvés après l'accident. La bouche serait un clin d'œil à son doudou. Et Shipper, le renard, représenterait un esprit malveillant qui tente de l'empêcher de se souvenir. Dans chaque épisode, Dora avance, elle recommence, encore et encore, comme si elle était piégée dans une boucle. Tu penses que c'est qu'un dessin animé? Alors regarde-la dans les yeux, et dis-moi qu'elle est encore vivante. Quelle prochaine histoire veux-tu entendre?